François Mitterrand au pouvoir, c'était il y a tout juste 40 ans, cette semaine, seul président de gauche à avoir fait 2 septennats, 14 ans de pouvoir. Et déjà à l'époque, un secrétaire d'État à l'économie sociale, Jean Gatel, et il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jean. Bonjour Frédéric. Alors Jean, vous avez été élu député du Vaucluse en 1981. Quel est votre principal souvenir de cette époque et de François Mitterrand en particulier? Moi, je connaissais François Mitterrand bien avant son élection comme président de la République, hein. Je le connaissais comme 1er secrétaire du Parti socialiste. Je faisais partie de cette nouvelle génération qui avait été parmi les artisans du congrès d'Épinay et donc de l'accession au poste de 1er secrétaire du Parti socialiste de François Mitterrand. Et mes rencontres avec lui étaient fréquentes en Vaucluse, puisque c'était un département de prédilection pour lui. Vous l'avez reçu chez vous à Orange d'ailleurs, hein, vous l'aviez reçu chez vous. Oui, c'est ça. Je l'ai reçu une première fois en 1978 lors de ma première campagne législative. J'avais à peine 30 ans. Nous nous sommes découverts et puis, ensuite le contact, a perduré. Il est venu en particulier à Orange clore la campagne des européennes, de 1979, et j'étais allé le chercher à Gordes, et c'est peut-être certainement mon plus beau souvenir avec lui. Pendant 1 heure, dans ma petite R5 bleue, nous avons discuté comme si nous étions toujours connus, et c'était très, très émouvant pour moi d'être à côté de cet homme dont je savais qu'il avait marqué l'histoire et surtout qu'il allait encore la marquer. Donc, c'est ce souvenir-là qui restera indélébile au fond de ma mémoire. Alors Jean Gatel, vous n'entrez pas au gouvernement en 1981 sous Pierre Mauroy, qui avait mis en place beaucoup de mesures sociales très coûteuses, hein, selon les marchés financiers. Non, il y a eu le tournant de la rigueur en 1983, et vous devenez secrétaire d'État à l'économie sociale en 1984 sous Laurent Fabius. J'ai envie de vous demander, est-ce que Laurent Fabius a voulu donner des gages à la gauche après le tournant de la rigueur en créant ce secrétariat d'État à l'économie sociale? Certainement, mais il y a d'autres paramètres qui expliquent la création du secrétariat d'État. Dès 1981, Pierre Mauroy, qui est Premier ministre et qui vient du mouvement associatif, puisqu'il était président d'une des plus grosses fédérations d'éducation populaire qui était Léo Lagrange, avant sa carrière politique, hein. Donc, il y a dans l'entourage de François Mitterrand beaucoup d'hommes et de femmes qui ont travaillé dans l'économie sociale, qui ont travaillé avec le mouvement mutualiste, coopératif, associatif. Et la rencontre entre la gauche et l'économie sociale est très ancienne, hein, puisque on pourrait citer par exemple le fait que tout le monde évoquait comme un souvenir les plus émouvants la création de la verrerie ouvrière d'Albi par Jean Jaurès, hein, qui montrait bien que finalement, dès le début du XXe siècle, il y avait un lien consubstantiel entre l'économie sociale, le mouvement social, le syndicalisme ouvrier et les partis de gauche, hein, et donc, a fortiori, le Parti socialiste. Donc, il n'y a pas de secrétariat d'État dès 1981, mais Pierre Mauroy crée une délégation interministérielle, hein, dès son arrivée à Matignon, qu'il va composer d'un petit groupe de militants qui vont faire un travail assez exceptionnel de communication et de liaison avec les grandes familles de l'économie sociale, dont il faut savoir à l'époque qu'elles étaient vraiment très, très cloisonnées les unes par rapport aux autres, hein. Le concept d'économie sociale n'apparaît véritablement qu'avec la création de mon secrétariat d'État. Sinon, on parlait du mouvement coopératif, du mouvement mutualiste, du mouvement associatif, et il n'y avait pas de concept global pour cette famille, malgré les valeurs communes qu'ils avaient d'ailleurs rédigées ensemble, hein, par une charte du CLAMCA, le comité de liaison des associations, des mutuelles et des coopératives, en 1976, et qui était un résumé des valeurs communes à ces trois familles. Et en 1984, donc la suite, la logique, hein, c'est la création de ce secrétariat d'État
qui, à mon avis, a deux raisons, hein. C'est que François Mitterrand n'oublie pas qu'il a fait président, hein, et il avait pu compter pendant la campagne de 81 sur de nombreux appuis des différentes familles de l'économie sociale. Et puis également, comme vous le dites très bien, Frédéric, de montrer que malgré le tournant de la rigueur, le cap à gauche est maintenu, et quoi de plus symbolique que de créer un secrétariat d'État à l'économie sociale. Et ça vient d'ailleurs en complément avec une déclaration que François Mitterrand fait dès 1982 en disant: désormais le développement économique et social de la France doit s'appuyer sur trois piliers: le secteur privé bien évidemment, hein, le secteur public qui était en pleine expansion puisque il y avait eu la grande vague des nationalisations, et il ajoute également le secteur de l'économie sociale et solidaire. Enfin, il n'emploie pas tout à fait le terme, mais il parle plutôt de tiers secteur et de tout ce qui peut être les initiatives venues de la société civile. Donc, il y avait véritablement en germe la création du secrétariat d'État, et elle est actée donc dans le gouvernement Fabius avec ma nomination, qui est un petit peu une nomination surprise parce que moi je travaillais dans ce secteur, mais je ne pensais pas avoir véritablement toutes les clés en main. Et donc j'ai été à la fois surpris, bouleversé, hein, et extrêmement heureux de pouvoir travailler sur ce secteur que depuis d'ailleurs je n'ai pas quitté à travers mes différentes fonctions. Et on le voit effectivement quand vous intervenez encore publiquement, notamment sur les réseaux sociaux. On va en parler un petit peu après. Mais Jean Gattel, en 1984, vous devenez donc secrétaire d'État à l'économie sociale. Vous aimez même dire que vous êtes le premier secrétaire d'État à l'économie sociale de l'histoire de la République. Il n'y en avait pas eu avant vous. Et j'ai envie de vous demander, Exactement. sur quoi travaillez-vous? Qu'est-ce que vous avez fait avancer? Quels écueils avez-vous rencontrés? Et est-ce que vous avez réussi à les contourner? Alors, je résume, Frédéric, permettez-moi de faire un petit peu de la pub, hein, mais bon, je viens d'écrire en profitant de la pandémie, hein, un petit opuscule qui s'appelle L'économie sociale et solidaire pour trouver un nouveau modèle de développement. Et je résume en particulier toute la période que j'ai passée au gouvernement. Alors, c'était assez difficile, hein, parce que dans le logiciel de la gauche de l'époque, hein, il y a encore une vision très macroéconomique et une vision qui est très centrée sur les problèmes industriels, hein. La France traverse une crise extrêmement grave, hein, c'est les grands problèmes de la sidérurgie, des charbonnages, des chantiers navals, du textile, hein. Et donc, finalement, ce secrétariat d'État à l'économie sociale n'arrive pas à trouver sa véritable légitimité, y compris au sein de mes amis socialistes, hein, et même au sein du gouvernement où beaucoup de gens me regardent un petit peu comme quelqu'un qui essaye de promouvoir une économie qui apparaît comme étant un petit peu marginale. Ce qui n'était déjà pas le cas, puisque en 1984, il y avait déjà 800 000 salariés qui travaillaient dans le secteur de l'économie sociale et en particulier dans le mouvement associatif, sanitaire et social, tourisme, éducation populaire, éducation, formation, etc. Alors, l'un de mes principaux, de mes principales préoccupations a été de donner une cohésion, hein, à ce concept d'économie sociale et solidaire, car les coopérateurs, les mutualistes, les associatifs, hein, se regardaient un petit peu sans trop se connaître. Et donc, j'ai surtout dû arriver à trouver un concept globalisant, hein, pour bien montrer que ces trois familles portaient les mêmes principes, les mêmes valeurs, hein, démocratie interne, responsabilité, engagement social et écologique déjà, hein, et le principe de la non-lucrativité, c'est-à-dire l'humain avant l'argent. Donc ça a été
presque une bataille idéologique. Et puis, il faut surtout se souvenir, et ça c'est quand même très révélateur des capacités anticipatrices de François Mitterrand, qu'il lit dans l'intitulé de mon secrétariat d'État économie sociale et développement local, ce qu'on pourrait appeler maintenant développement territorial. Et ça prouve que lui avait déjà en tête que peut-être qu'une partie de la bataille de l'emploi se jouerait non pas par des grandes politiques venues de l'État, mais peut-être sur les territoires en fonction des acteurs et des actrices voulant porter un projet de développement économique, social, culturel au niveau de leur territoire. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de très, très important parce que ça bouleverse un petit peu les schémas idéologiques de la gauche classique, hein, qui était dans une logique très productiviste, très tournée vers les problèmes industriels. On va d'ailleurs rester dans cette logique pendant très, très longtemps. Hein, c'était finalement ouvrir une voie dont on mesure à travers la crise actuelle à quel point elle est porteuse d'un nouveau modèle de développement. Donc, au fond, si je résume, vous avez posé les fondements de ce qu'est aujourd'hui l'économie sociale et solidaire, donc les valeurs. Vous avez mis des mots sur des concepts et sur des engagements, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans la loi de 2014, la loi sur l'économie sociale et solidaire portée par Benoît Hamon. Et pourtant, à l'époque, on parlait, votre secrétariat d'État était intitulé secrétariat d'État à l'économie sociale, on ne parlait pas encore d'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous faites une différence entre les deux et si oui, laquelle? Non, non, je considère que c'est un problème sémantique qui a mobilisé beaucoup d'énergie pour rien du tout. Hein. Cela vient surtout de l'arrivée sur la scène politique de nos camarades écologistes, hein, qui, eux, ne voulaient pas finalement être enfermés dans un carcan historique trop rigide, hein, et qui parlaient donc plutôt d'initiatives locales, d'initiatives solidaires, d'initiatives de terrain. Et c'est Lionel Jospin qui, dans le gouvernement de la gauche très, très élargie, hein, puisque les écologistes sont associés au pouvoir dans ce gouvernement, qu'on introduit le concept de l'économie solidaire. Alors pendant des mois et des mois, il y a eu des batailles picrocolines sur qu'est-ce que c'est que l'un, qu'est-ce que c'est que l'autre. En tout ça, ce sont des querelles qui sont absolument dérisoires. Hein. Les deux mots sont synonymes parce que toutes les initiatives solidaires qui viennent du terrain passe la plupart du temps par les formes juridiques de l'économie sociale, que sont les trois grandes familles historiques, mutuelles, coopération et association. Ce qui est intéressant dans la loi Hamon et qui a fait débat, y compris même pour moi, et je ne suis pas encore tout à fait convaincu qu'il fallait accepter cette quatrième famille telle qu'elle est inscrite dans la loi de 84, c'est la fameuse introduction de l'entrepreneuriat social, qui quand même donne un coup de canif, hein, aux valeurs historiques de l'économie sociale traditionnelle, puisqu'elle substitue à la non-lucrativité, lucrativité limitée. Bon, alors moi, j'ai toujours défendu dans mon secrétariat d'État l'esprit d'entreprendre, hein, entreprendre autrement, que véritablement la renaissance du tissu économique français viendrait par une nouvelle génération de nouveaux entrepreneurs, hein, qu'il fallait véritablement effectivement réconcilier la gauche avec l'entreprise. Ceci dit, heureusement que dans la loi de 84, Benoît Hamon a introduit un certain nombre de limites à l'entrepreneuriat social, en particulier par le label ESUS, parce que la lucrativité limitée, ça peut entraîner beaucoup de dérives. Et en tout cas, c'est une rupture qui n'est pas simplement qu'une rupture sémantique, hein. Ce n'est pas simplement un problème de mots, c'est vraiment un problème de conception. On passe de la non-lucrativité, c'est-à-dire l'absence totale de bénéfices distribués, à une lucrativité limitée, c'est-à-dire qu'une partie des excédents de la structure, hein, qu'elle soit de l'économie sociale traditionnelle ou bien même de sociétés de capitaux comme des SARL, des SA ou des SAS, peut être redistribuée
redistribués aux actionnaires. Donc, c'est cette articulation-là sur laquelle il faut être extrêmement vigilant. Mais moi, tant que les entreprises qui s'intitulent entreprises sociales ou entrepreneurs sociaux respectent les critères ESUS, qui sont quand même des critères très contraignants quant à la gouvernance démocratique, au but de l'activité de la structure, et qu'ils respectent bien la lukrativité limitée, moi, ça me va très bien. Et je trouve finalement que c'est un pont qui est passé avec un certain nombre de gens qui défendent l'économie classique, et que c'est bien que l'économie sociale ne s'enferme pas dans un ghetto. Et quel est le regard que vous portez aujourd'hui, Jean Gatel, sur l'économie sociale et solidaire de 2021, qui est entrée dans les écoles de commerce, qui infuse, espérons-le, les grandes entreprises depuis le vote de la loi Pacte, cette responsabilité des Oui. entreprises qui deviennent des entreprises à mission, qui s'engagent au plan social et environnemental. Est-ce que l'économie sociale et solidaire est en train de gagner quelque chose? Est-ce que vous la sentez encore en difficulté sur certains points? Quel est votre regard aujourd'hui? Tout d'abord, je pars du constat, c'est que depuis ces 40 ans, donc qui nous séparent de mai 1981, l'économie sociale et solidaire n'a cessé de progresser dans ce pays. Et les chiffres sont absolument stupéfiants, puisque partant de 800 000 salariés en 1981, nous en sommes à l'heure actuelle à 2,4 millions, ce qui prouve à quel point ce secteur a été dynamique, porteur d'emplois. Et surtout, ce qui est absolument remarquable, c'est qu'il n'a été altéré par aucune des crises qui ont martelé l'histoire économique et sociale française, voire européenne, pendant ces 40 ans, puisque le taux de croissance de l'économie sociale est toujours resté positif, c'est-à-dire que d'une année à l'autre, elle a toujours apporté un petit peu plus de valeur ajoutée au PIB et un peu plus de salariés, puisque 2,4 millions, c'est quand même incroyable comme chiffre quand on regarde avec un petit peu de recul. C'est un petit peu plus que le bâtiment et les travaux publics, c'est 10 fois plus que l'industrie automobile. C'est donc une force économique qui est là et qui montre que l'on peut donc réussir économiquement tout en maintenant des valeurs de gouvernance partagée, des valeurs de solidarité, des valeurs de partage, le primat de l'humain sur l'argent. C'est donc concrètement une réussite. Il y a quand même 2 millions de salariés dans le mouvement associatif, 200 000 dans les mutuelles, 200 000 dans les coopératives. Tout ça montre quand même la réussite de l'économie sociale, 13% du PIB, parfois beaucoup plus dans certaines régions. Donc, moi, mon premier constat, c'est que cette économie, elle a prouvé qu'elle existait, qu'elle faisait partie du modèle de développement économique et social français, historiquement, et que plus personne ne pouvait faire l'impasse sur cette réalité-là. Alors maintenant, est-ce qu'elle peut aller plus loin? Moi, je crois qu'au fur et à mesure que le système capitaliste néolibéral va rentrer en crise, et il est déjà en crise avec la pandémie ou les pandémies, et puis avec la crise climatique, je pense que la place de l'économie sociale et solidaire ne va cesser de croître, parce que le grand défi quand même, les grands défis qui nous attendent sont au nombre de deux. Il faut absolument que les inégalités sociales à travers le monde se réduisent, et il faut absolument également que nous prenions à bras le corps les dégâts commis par le système néolibéral sur l'humanité et sur la planète. Donc, les entreprises de l'économie sociale qui ont quand même ces deux valeurs comme moteur de leur existence devraient être amenées à plus se développer. Alors, combien de parts dans l'économie peuvent-elles gagner? Peuvent-elles monter à 20-30% du PIB? Moi, je l'espère. Je vois en tout cas qu'on assiste à l'heure actuelle à un double phénomène. D'abord, le retour au local, qui, moi, me paraît extrêmement porteur. Et on voit bien que sur les territoires, il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'initiatives de solidarité, de développement, et également le développement
développement d'un certain nombre de structures de l'économie sociale dans des secteurs nouveaux, comme les nouvelles techniques de la communication, comme le secteur sanitaire et social, et qu'en particulier le mouvement associatif continue son développement. On a vu son importance au moment, enfin, dans la pandémie actuelle, hein, tant sur le plan caritatif que sur le plan du lien social, et qu'il y a énormément, et ça c'est également très très important et peut-être insuffisamment souligné, une multiplicité de petites scopes qui sont en train de se créer, hein, et qui sont porteuses véritablement de beaucoup d'espoir, hein. Ce sont des start-up, hein, des petites entreprises qui très souvent s'investissent sur des créneaux nouveaux, et on peut donc espérer par là même renverser l'image de l'entreprise et opposer aux grandes multinationales, au grand capitalisme multinational financier international, une nouvelle forme d'entreprise, à entreprendre autrement avec une finalité plus humaine et plus sociale. Et vous êtes toujours très prolixe aussi sur le thème de l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup, Jean Gattel. Vous intervenez beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous enseignez aussi, notamment dans le Maghreb. Vous me parliez avant cet entretien de la Tunisie et du Maroc. Et je vais rappeler le titre de l'ouvrage que vous venez de publier, L'économie sociale et solidaire, sous-titre Un nouveau modèle de développement pour retrouver l'espoir. C'est aux éditions Libres et Solidaires. Merci beaucoup, Jean Gattel. Merci Frédéric, merci à vous.